faire du commerce ne s'improvise pas, je crois. Il faut des clients, il faut l'accès à des capitaux, il faut un réseau de relations dans les pays étrangers. Et vous comprenez bien que toute cette masse d'anciens esclaves arrivés à la liberté en 1804 ne disposait pas de ces différents éléments. Donc, pour commercer avec l'étranger, il a bien fallu passer, il fallait bien que le pays vive, donc qu'il produise et qu'il exporte. Donc, on a dû passer par des intermédiaires étrangers qui se sont au fur et à mesure installés dans le pays et qui sont venus, je dirais, a priori pour faire du commerce. On a accepté donc que les étrangers reviennent et les étrangers sont revenus très vite. Depuis 1804, il y a des Américains, il y a des Anglais, on fait le commerce avec eux, mais en leur gardant un statut tout à fait particulier. Et notamment donc le refus de l'accès à la nationalité haïtienne. Au fil du temps, on a créé en fait une citoyenneté à double vitesse, les Haïtiens d'origine et les Haïtiens tout court. L'Haïtien d'origine étant par définition africain. Quand on parle de la communauté libano-syrienne, on a tendance aujourd'hui à voir des propriétaires de supermarchés, des industriels très riches. Mais il faut s'imaginer qu'à l'époque, il ne s'agissait pas de ça du tout. Et c'est une communauté qui est arrivée ici et qui était très pauvre. C'est peut-être un choc culturel de voir des Blancs aussi pauvres et je crois qu'une partie du rejet vient de ça. La classe mulâtre qui se considérait claire était étonnée d'avoir des gens encore plus clairs, plus blancs et qui ne parlaient pas français et qui pourraient donner un mauvais exemple au peuple parce que le peuple avait une admiration de cette élite mulâtre qui parlait français et qu'ils ne parlaient pas. Les Arabes n'ont pas eu la tâche facile. Premièrement, ils sont arrivés visiblement très pauvres. Avec leur fameuse boîte dans le dos, c'est-à-dire que dans une boîte, dans une espèce de sacoche, un sac à dos, ils avaient à peu près tous leurs biens. Ils ont été même au fin fond des provinces pour proposer leurs marchandises. À cette époque, le colportage et le porte-à-porte étaient interdits aux étrangers. C'est ce qui a soulevé toute cette campagne anti-syrienne. Et puis, ce qui a surtout choqué les Haïtiens, c'était le fait qu'ils dormaient en pleine rue, sur les places publiques, et aussi qu'ils étalaient leurs articles dans les rues, ce qui était à cette époque-là très inhabituel. Les premiers arrivés de cette colonie-là ne s'exprimaient pas autre qu'en arabe et très peu de créole. Ceux qui parlaient français, c'était l'exception. C'est ce qu'on m'a rapporté. Et l'haïtien, avec sa culture sortie justement de l'Europe, était considéré parlant français comme un élément supérieur. Ma mère était une francophone vraiment extrême. Elle n'acceptait pas qu'on parle le créole. Et elle me disait, j'ai de bonnes relations avec eux, mais je ne veux pas que tu les fréquentes à cause du créole. Et de plus, elle ajoutait, ne va pas chez eux, tu vois, ils n'ont pas de rideaux. Parce qu'en ce temps-là, la tradition sociale, c'était d'avoir des rideaux chez soi. Chez nous, on refusait qu'on parle les créoles pour parler bien français, pour plaire à la société. Pour s'intégrer, justement. Pour cette société. C'est ça. Chez moi, on parlait arabe, mais j'ai jamais appris. On parlait anglais. Quand on ne voulait pas que mon père comprenne, on parlait espagnol. Donc, c'était un mélange, si tu veux, de tout. Et moi, ma réaction face aux préjugés que j'ai rencontrés depuis ma tendre enfance, même au jardin d'enfants, était qu'il fallait que je parle français mieux que tout le monde pour qu'on ne m'appelle plus Youn. Chez moi, on parlait l'anglais, le français, le créole, l'arabe, l'espagnol, ça dépendait. Mais comme enfant sensible,
j'ai beaucoup souffert des préjugés, j'ai été traumatisé. Je me suis senti sans identité. Les Haïtiens me disaient que je n'étais pas haïtien, parce que j'étais un blanc. Les préjugés de couleur, il y avait beaucoup de préjugés de couleur, parce que le gouvernement Duvalier voulait régler ses affaires politiques. C'était une question de couleur. Alors moi, j'étais pris, nous étions pris entre le jeu. Mais pour chaque génération, c'était plus facile parce qu'on combattait, on luttait. Alors en Haïti, on était pas haïtiens parce qu'on est blanc. J'étais aux États-Unis il y a 15 ans, 16 ans, je suis arrivé là-bas, il y avait beaucoup de préjugés de couleur. Je ne parlais pas bien l'anglais, on m'a dit, vous n'êtes pas américain, qu'est-ce que vous êtes? Je suis haïtien, vous n'êtes pas haïtien, vous êtes blanc. Mais on m'a toujours appris de ne jamais, jamais, jamais rougir de mes origines. Et j'ai jamais eu honte de dire, en fait, qui j'étais et d'où je venais. Mais je crois que parmi tous les enfants de ma famille, j'ai été la moins traumatisée par cette différence. À l'école, on nous faisait la vie misérable. Misérable à l'école. On nous insultait, on nous maltraitait, les enfants, guidés par leurs parents, naturellement. Moi, à l'école, on m'appelait fils d'arabe, fils de chien, fils de contrebandier. Qu'est-ce que vous faites venir faire à l'école? Vous allez vendre des tissus. Alors, les préjugés ont vraiment continué et ça m'a beaucoup traumatisé et blessé. Et c'est pourquoi moi, je suis contre toute forme de racisme. Et le problème des Arabes aussi, quand ils ont commencé, on les appelait Arabes boîte sous dos, Arabes manger couleuvre. Et aujourd'hui, un plat de couleuvre, c'est un plat gourmet actuellement aux États-Unis qui coûte très cher. Ils étaient un peu repoussés des familles haïtiennes et c'est moun qui grand pile fierté. Ils dit mon cher, si vous même ou pas voulez nous, c'est pas nous pour le vouler. Leur méthode de travail et leurs différences culturelles servent à alimenter une campagne de dénigrement. Et le gouvernement d'alors promulgue des lois leur interdisant le commerce de détail. Et ils sont expulsés en masse sous le régime de Nord-Alexis. La campagne anti-syrienne a commencé effectivement depuis le gouvernement de Nord-Alexis en 1903, mais elle a pris beaucoup plus d'ampleur avec le gouvernement de Lecomte à partir de 1911. Lecomte a étudié en Allemagne, il a pu accéder au pouvoir avec l'aide des Allemands. À ce moment-là, c'était comme une promesse qu'il avait faite aux Allemands de les libérer des Arabes, des commerçants arabes. Lecomte a pris d'abord un arrêté pour faire un recensement de la population arabe en Haïti et à travers tout le pays, à Port-au-Prince et aussi bien dans les villes de province. Et c'était certainement pour connaître le nombre des Arabes qui étaient là et pouvoir les expulser ensuite. C'était l'idée des Allemands qui savaient qu'ils ne pouvaient pas tenir le coup avec les Arabes qui étaient vraiment des gens très forts en commerce. On leur reprochait peut-être justement de travailler, de devenir plus riche que nous très rapidement. Les mauvaises langues rapportent que l'explosion du palais en 1912 était un acte de sabotage de ces Arabes. Vu leur contentement après cette explosion, et c'était plus ou moins normal, vu qu'ils se sentaient libérés de quelqu'un qu'ils considéraient comme persécuteur. Donc ils ont manifesté leur joie, et de ce fait, ils ont été accusés d'un acte vindicatif. Ces accusations méchantes et mensongères n'étaient autres que la propagande des grands négociants qui se sentaient menacés par la présence de ces as du commerce. En 1914, le point tout voyait aller. Madou voyait aller avec sans souliers, sans robe, en pyjama, comme ils étaient. On les a rudoyés, on les a mis dans les bateaux et on les a envoyés. Entre 1915 et 1934, les Arabes connaîtront un répit avec l'occupation américaine. Les Arabes représentaient un bon allié pour les Américains. Les Arabes importaient surtout des États-Unis, tandis que les autres commerçants étrangers, allemands, français et autres,
Il commandait de l'Europe. Il y aura encore des tentatives pour briser l'élan de cette communauté sous la présidence de Stegno-Vincent durant les années 30. Comme dernier soubresaut, nous avons eu la loi de Vincent, dite la loi de détail, datée de 1935, qui va interdire le commerce de détail aux étrangers, mais pas seulement aux étrangers naturalisés haïtiens. Ce qui veut dire que même quand un étranger arrivait en Haïti, même lorsqu'il se naturalisait haïtien, il n'avait pas le droit de pratiquer le commerce de détail. Il y en a qui ont regagné le Liban, regagné la Syrie et tout ça. Mais pour moi, je crois que la plupart sont restés et qu'ils ont trouvé le moyen de contourner la loi. Comme nous avions les marchandises et que nous devions manger, on ouvrait le magasin à 4 heures, on vendait jusqu'à 6 heures et on fermait. On ne pouvait pas vendre plus. C'est pour pouvoir aller au marché seulement et nourrir nos enfants. Les prix ont grimpé, la grogne populaire soulevée, la loi a été mise en veilleuse. Cette minorité a enfin gain de cause en dépit des persécutions dont elle a été l'objet. L'élite ne pouvait pas nous voir parce que les habitants, les paysans haïtiens nous préféraient à eux. Quand ils ont pris le commerce en détail, ils pensaient que ce serait facile. Ils mettaient des gants pour compter l'argent. Imaginez-vous, mettre des gants pour compter l'argent. Et les paysans étaient contre eux, 100%. Je peux vous dire, quand j'ai commencé à travailler moi-même, c'était dans les années 42, 45, j'étais jeune, mon père m'a mis très jeune au commerce. Le paysan arrivait à Port-au-Prince, enfin, et sans souliers, et si la police le rencontrait dans la rue, il l'arrêtait. Et ils avaient même peur de rentrer dans les magasins. Donc le Syrien, lui, il a pour employer un mot créole, il caressait le paysan haïtien pour le faire acheter. Ce que, enfin, les autres commerçants ou français ou allemands ne faisaient nullement. Ouais, parce qu'il y avait quand même ce préjugé du français et de l'allemand, enfin, comme étant supérieur à l'haïtien. Chose qui n'existait pas dans la mentalité syrienne. Par exemple, quand ils venaient acheter chez nous, nous leur offrons du café, des biscuits, de l'eau. On s'occupait d'eux. On s'occupait très bien d'eux. Par exemple, avant de commencer à acheter, ils comptaient leur argent, ils préparaient l'argent et on leur offrait tout ça. On les traitait d'égal à égal, ce qu'ils ne trouvaient pas dans beaucoup de magasins. Mais chez l'arabe, ils étaient sûrs d'être traités d'égal à égal.